Ouais. Je crois qu'il y a un peu plus de 600 personnes. Et je vous remercie tous. Camarades, sympathisants, amis de la gauche unis, ce soir, on avait besoin de tout le monde. Il nous a lancé un challenge, 3 semaines pour tout refaire. C'était compliqué. Le 17 mai, quand on était ici, préparé une belle salle, on n'imaginait pas qu'à Morsinx, on aurait à nouveau le bazar 3 semaines après ou 4 semaines après. Alors permettez-moi, pour le bazar, de remercier les copains de la section socialiste de Morsinx, Stéphane Christophe et tous les copains. Et les camarades de la section, de la cellule du Parti communiste morcelais et Alain Clotour, leur secrétaire local. Bien, mais juste quelques mots. Le 17 mai, on n'était pas prêts. Il nous a fait quelque chose de terrible. J'entendais Monique hier soir, j'étais pas là, mais j'ai écouté ce que disait Monique très justement en fin de meeting. Il a fait quelque chose de terrible, il est en train d'essayer de livrer potentiellement la France à l'extrême droite en se disant à gauche ils vont pas être capables de s'entendre, à droite je les ai déjà fusillés, moi je suis ni de droite ni de gauche, donc il est de droite. C'était un vieux truc que disait un certain président de la République à une certaine époque. Effectivement, d'une part Boris et d'autres parlementaires et d'autres élus des différentes composantes de la gauche ont réussi à faire ce socle politique qui n'est pas neutre, qui est pourtant décrié parce qu'on entend l'ultra-gauche, l'ultra-droite. Bon, il ne faut pas lâcher, quoi. Il reste 4 jours. 4 jours pour expliquer que l'extrême droite, on a déjà essayé, parce que tout le monde nous dit, y compris à Morsinx, il y a eu 30% pour Bardella. C'est quelque chose d'intenable. Et les gens nous disent, il faut essayer. Non, il ne faut pas essayer. Vous le répétez tous les soirs. Ce soir, la gauche, plus de 600 personnes à Morsinx, elle est en place, elle est unie, elle est prête à relever le défi. Et puis, effectivement, il y a ce président Macron avec ses représentants locaux qui, je pense, vont avoir un peu de mal. Parce qu'en étant ni de droite ni de gauche, on fait plaisir ni à ceux de droite ni à ceux de gauche. Alors, ils font quand même plus plaisir à ceux de droite. On en a quelques-uns de gauche qui sont toujours là-bas. On les reprendra pas, ceux-là, je pense. Hein. On va leur laisser. Surtout qu'ils expliquent à grand renfort de médias que c'est pas bien de venir avec nous, qu'on n'est pas sérieux. Le socle qui est proposé est pourtant très sérieux. Ils vont l'expliquer tour à tour ce soir. Qu'il soit sur l'économie, qu'il soit sur le social, qu'il soit sur les valeurs, sur les marqueurs de la gauche. C'est quelque chose que l'on porte dans ce département. Xavier Fortinon est là ce soir. Des élus respectés et respectables qui ont donné beaucoup de leur temps sont là aussi ce soir. Je pense à Alain, je pense à Jean-Pierre, je vais dire Jean-Louis. Je pense à Jean-Louis, mon papa, qui sont là pour apporter leur soutien et leur crédit. Henri est là aussi, Nita est là. Je l'ai dit, Alain, j'ai commencé par Alain, dans le cadre de... Vous n'allez pas m'engueuler, les vieux, quand même. J'ai commencé par Alain, après par Jean-Pierre, après par Jean-Louis. Et vous avez vu les trois à la fenêtre, Alain, je ramasse. Bon. Enfin, ça fait plaisir de les voir, parce qu'ils sont là. Et puis, ce qui fait plaisir aussi, c'est la bande de jeunes qui est là aussi. C'est la relève. C'est la relève, c'est eux qui ont collé les affiches, ils ont fini les examens, donc ils ont pu distribuer les tracts, coller les affiches, faire des vidéos. Ils mettent même des t-shirts. Mais super, franchement, on en a un petit peu partout sur les circos, et donc mais ce soir on va se battre, et puis il va falloir continuer avec nous après, parce que ça ne s'arrête pas ce soir, ni dimanche. On va tous continuer ensemble pour essayer de refonder cette gauche qui est unie et qui doit rester unie pour porter une vraie alternative à cette politique de droite qui nous massacre depuis des années. C'est ça le message ce soir. Bon, j'arrête là parce que c'est pas moi que vous êtes venus écouter, mais 3 jours appelez les copains, parce qu'on a fait quand même le tour après les européennes. Dans notre village, il manquait 250 voix de copains proches de nous, des enfants, des petits-enfants, des neveux, des copains, des voisins. Avec 250 voix, Morsinx, on mettait 8 points de plus à l'extrême droite et on était devant de 5 ou 6. Et bien, ça nous a fait mal au cœur de voir que certains n'ont pas pu, n'ont pas voulu, n'ont pas fait de proc. Et c'est ça qu'il faut faire dans ces 3 derniers jours. Tous ceux qui sont là, il n'y a pas de problème, je sais qu'ils vont y aller. Mais checkez autour de vous, vérifiez autour de vous qu'il n'en manque pas un. Parce que ça va se jouer à pas grand-chose sur certains coins. Et il faut que les 3 ils y soient au second tour pour qu'on puisse discuter les yeux dans les yeux avec l'extrême droite ou avec la droite si elle arrive à survivre. Voilà ce que je voulais vous dire. On accueille maintenant la plus chalosseuse des Montoises.
Je devais lui faire quand même. Parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps, et Marie, que je devais lui faire. Elle est notre candidate pour la première circonscription. Elle va tout casser. On va l'aider. Allez, à toi, Marie. Bon. Je savais pas qu'il y avait une salle de basket à Morsenx. Je vous le dis tout de suite, il fait très chaud ici, mais j'ai l'habitude d'avoir des vestes porte-bonheur. Alors, si je transpire, si ça coule, vous m'en voudrez pas, mais je la garde parce que elle ressemble à une veste qui a déjà gagné. Merci Paul pour la passe décisive, parce que cette histoire de Chalosse, elle n'est pas pour rien dans tout ce qui se passe depuis 15 jours. Je l'ai dit, certains sont déjà venus me voir ces dernières semaines, mais je le répète parce que je crois que c'est important de vous dire comment je suis arrivé ici, là, ce soir, quand il y a 3 semaines... non, 15 jours. Je pleurais dans mon canapé, parce qu'on est venu me taper à la porte, on était venu me taper à la porte 7 heures plus tôt. Merci Eric Kérouche. Pourquoi pleurer? Parce que je pense que tout le monde avait... En tout cas, ceux qui sont ici et qui ont cette sensibilité, la tête un peu dans les ténèbres depuis 3 jours. Ce résultat des élections européennes, globales, mais aussi ici, dans les Landes, bizarrement plus bleu que rouge. Et surtout, cette espèce de folie de cette dissolution qui me rappelait les pires scénarios appris avec Éric Kérouche à Sciences Po Bordeaux il y a quelques années de ça. Et ce téléphone a sonné et je ne vais pas faire la soirée sur moi, mais quand même, la brutalité de tout ça, ça provoque tout le reste. Tu as parlé de challenge du président de la République. Moi, je vais d'abord parler de déni, de défi en fait, démocratique, et j'en suis maintenant au déni démocratique. Il a marché sur le Parlement pendant des années, sur l'Assemblée nationale pendant des années, et maintenant il dit aux Français, allez-y, mais ça sera quand même toujours bon le meilleur. C'est un truc qui est inaudible et qui m'a fait mal. Ça, c'est pas possible. Cette idée que le Rassemblement national soit ici et partout en position, en plus de monter la marche, c'était aussi une raison que ça soit impossible. Et puis, est-ce que sont mes valeurs? Cette Chalosse, ces femmes de Chalosse. Désolé, les femmes de Chalosse plus que les hommes, Paul. Ces tignouz, là, ces ténières, comme on les appelle chez nous, qui ont le sens du travail, les mains des fois un peu sales, mais le sens du combat aussi, de la solidarité et de l'engagement. J'avais le choix, hein. Soit je restais à la maison et je vous soutenais, soit j'y allais. Et je crois que c'est Lionel Mindeski qui m'a dit, Henri Emmanueli disait un truc, quand c'est le moment d'aller à la guerre, c'est pas le moment d'avoir des états d'âme, c'est le moment d'agir. Alors j'y suis allé, la pile des raisons d'y aller, elle était plutôt là, et la pile des raisons de rester à la maison, elle était plutôt là. Vous le savez, j'ai mis un peu mon boulot de côté, et je n'ai qu'un truc à l'esprit, c'est de me battre contre tout ça. Le Rassemblement national, tu l'as dit, ouais, on n'a pas essayé. Moi, je les ai essayés à la région depuis 3 ans. Avec Renaud, ils sont tous là, hein, Marilyn, Serge, Sophie, mes camarades landais, heureusement on est nombreux, on se serre les coudes. Tout ce qu'ils ont promis pour répondre à la colère des gens, ils marchent dessus. La culture, l'éducation, la santé, tout, l'écologie, tout ce qui nous concerne, ils marchent dessus. Donc dites-leur dans ces 3 jours, si vous croyez vraiment qu'à part se servir de votre colère pour récupérer leur place, ils feront quelque chose pour vous, c'est une erreur. On entend tout. J'ai pas eu mon appartement, ben, puisque j'ai pas eu mon appartement, je vais voter pour eux. Je vais voter pour eux parce qu'ils ont l'air sympas. Et vous les avez vus, vous?
Qui a l'air sympa? Le mec sur les photos? La nana sur les photos? Moi, madame, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Alors je vais encore essayer de ne pas abîmer Brigitte Fossé. Je le fais tous les soirs. Véronique Fossé. Moi, je ne l'ai pas vue. Elle a dit d'ailleurs, je ne fais pas un marché, mais je suis là parce qu'il y a trop d'étrangers. C'est une bonne raison, ça. Mardi matin, si on a la chance d'être entre les deux tours, il y a un débat sur France Bleu. Elle a refusé de venir si c'est elle qui est là. Ce sera plus facile pour le débat. Ces gens-là, c'est House. Et après, il y a ma voisine, Jeuneux. Et là, vous savez ce qu'on me dit depuis 15 jours? T'as pas peur de t'attaquer à une bête politique? On me le dit tout le temps. Moi, j'ai pas envie de me battre avec Jeuneux. Mais par contre, dites-leur aussi, si vous votez Jeuneux, vous voterez Macron. C'est pas une bête politique, c'est la députée sortante qui a été ministre pendant des années, qui a quand même un palmarès, moi j'en ai un, mais elle est au top. Les lois immigration, elle a voté. Dans le territoire, moi c'est un enseignement, j'ai mon petit Fred là qui galope avec moi depuis 15 jours. Personne ne l'a vu nulle part. Personne. Même dans le nord de son département où elle avait son suppléant en action, personne n'a vu. Il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est la santé. Elle a été présidente de la fédération hospitalière locale. Paul, tu l'as côtoyé. Elle était médecin. Elle dit à tout le monde, ce dossier, je le connais. Elle le connaît. Mais personne ne l'a vu. Là-haut, Parentis, j'ai découvert des endroits super. Projet de délocalisation d'une antenne de l'hôpital de La Teste. La communauté de communes de Parentis donne un terrain. Tout le monde est prêt. Mais sauf qu'il faut la mettre à Sanguinet. Sanguinet, l'Aîné, tout ça. Donc du coup, l'hôpital, il est dans le lac de Sanguinet. Partout, c'est des promesses, en fait. Et on ne peut pas être sorti de ce gouvernement qui a créé tant de colère, toutes ces injustices, et arriver aujourd'hui, je serai le barrage aux extrêmes, parce qu'il n'y a pas un extrême, maintenant il y en a deux. On suppose l'extrême droite, et nous, là, vous, ce bloc-là, socialistes, communistes, écologistes, et toute cette union-là, qui est la raison qui m'a aussi poussé à y aller, parce que c'est ça la gauche landaise. Eh ben non, elle va se battre contre ça. Elle. C'est ça ma dernière motivation. C'est que si vous n'aviez pas été tous unis, si on n'avait pas tous été unis, je n'y allais pas. Parce que c'est ce visage-là qu'il faut qu'on oppose à ça. On a crapahuté, Fred. Hein, d'ailleurs, tiens, je vais te remercier. Parce que Frédéric Pomarès, le maire de Mimizan, si vous ne le connaissez pas, il est du même bois que moi. On ne le savait pas, par contre. Hein. Alors, ce qui est très inquiétant, on le sait, c'est que Brigitte Fossé, Véronique, elle s'appelait Ridoire avant et elle a épousé son suppléant de sa candidature de 2017, qui s'appelait Fossé. Ça va bien se passer. Non mais tout ça, c'est pas une plaisanterie en fait, c'est qu'on a crapahuté comme des fous. C'est quoi les problématiques de ce territoire? Et je sais que Jean-Marc en parlera tout à l'heure. Le logement, la santé, les services publics. Geneviève, elle nous dit, je vais redévelopper les services publics dans ce département. Mais de quoi on parle? J'ai rencontré les syndicats de l'hôpital, Paul, lundi matin. J'ai travaillé au ministère de la Santé. Tu le sais mieux que moi, tu étais dans ce milieu-là aussi. La psychiatrie à Mont-de-Marsan. Il y a un psychiatre sur 6 en pédopsychiatrie, je crois. Ou 2. Oui, 2. Et bientôt 3. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne savais pas lundi. Et plus beaucoup. Elle était où? Elle était où? Nous, on est le seul. Ah, ça, Boris, elle n'était pas à l'Assemblée, il y avait Fabien. Nous, le Front de gauche, hein, le nouveau Front populaire, on est le seul parti à proposer quelque chose pour la santé. Bien sûr, ça ne se fera pas en 2 jours.
revaloriser les carrières, redévelopper les postes de médecins, les postes sociaux, les postes paramédicaux. On était hier à l'EHPAD de Mimizan. Le trou, c'est les aides-soignantes. On ne le fera pas en un jour, mais on est les seuls à le dire vraiment. La médecine libérale, on est les seuls à dire il faut réguler l'installation des médecins libéraux. Les autres, ils ne le disent pas, sinon les médecins ne vont pas voter pour eux. Il faut refaire participer la médecine libérale à la permanence des soins. Quand vous êtes là, on était cette semaine à Luxeuil chez Serge. C'est quoi la permanence des soins quand on est à Luxeuil? On vient à l'hôpital à Mont-de-Marsan. Il n'y a plus rien. Pourquoi voulez-vous que les gens ne soient pas en colère? Pourquoi voulez-vous qu'ils n'aient pas ce sentiment d'être déclassés parce qu'ils sont à Luxeuil, à Sort? C'est très bien en plus, Luxeuil et Sort. Et la Brite aussi, Dominique. Moi, c'est ça qui me frappe depuis 15 jours, c'est cette colère où les gens travaillent, comme mes parents et mes arrière-grands-parents et mes grands-parents avant de travailler, pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Et là, ils sont dans un mur. Et les seuls à offrir un espoir différent, c'est nous. C'est ça qu'il faut dire à ceux, on a tout essayé, on va faire ça. Non, ils ne feront rien, le seul espoir, c'est nous. Les seuls qui parlent de justice sociale, de progrès et d'urgence sociale, c'est nous. Il ne se passera rien sinon que ce qui s'est déjà passé. Le moment est hyper grave. Il y a 3 jours, on a couru, on n'a pas fini. Demain, on ira à Castets, à l'Itémix, à Léon, à Saint-Julien-en-Port, j'ai un oublié, à Lynx. On va continuer ce match-là, cette première mi-temps. Le match, il est dur. Le match, il est dur. On n'est pas sûr de le gagner. Mais je vous assure que pendant les 3 jours qui viennent, c'est ce nouveau Front Populaire-là et cette équipe-là et tout ce monde-là, tous, nous, on a fait le max de ce qu'on pouvait faire et on va le faire jusqu'au maximum demain soir. Mais poussez-nous, allez pousser les portes, redites-leur. Et le dimanche soir, déjà, on sera au 2e tour. Faut que je lance Jean-Marc, le chauffeur du bus de Tarnos. Jean-Marc Lespade. Alors moi, je n'ai pas pratiqué le basket. J'ai pratiqué un petit peu le rugby à l'école de rugby de Boucau-Tarnos, bien sûr, et j'ai également joué au football. Et j'ai un bon souvenir à Morsens, puisque je me souviens qu'en 1986, pour la première fois, le club tarnosien est monté en division régionale après avoir fait match nul contre Morsens, et Morsens n'était pas monté, donc c'est pour moi un excellent souvenir. Chers amis, chers camarades, forcément, ça fait vraiment très chaud au cœur de nous voir ce soir aussi nombreuses et aussi nombreux ici rassemblés, de sentir la force de notre unité qui va nous mener à la victoire les 30 juin et 7 juillet prochains. Car oui, nous voulons la victoire. Et ce n'est pas simplement une envie de victoire. C'est un devoir. Il s'agit vraiment d'un impératif. Parce que nous savons ce que nous avons en face de nous. Ce que nous avons en face de nous, c'est l'extrême droite. Et nous ne voulons pas que les héritiers de Pétain s'emparent de Matignon demain. Nous sommes ensemble parce que nous ne voulons pas que l'extrême droite accélère encore plus le détricotage de l'héritage du Front Populaire et du Conseil national de la résistance. Oui, nous sommes unis parce que nous avons en face de nous des gens qui n'aiment pas la République et qui n'aiment pas la France. Des gens qui n'aiment pas le pays tel qu'il est. C'est-à-dire ce pays tel qu'il se déploie sous nos yeux, un pays d'hommes et de femmes divers,
différents, avec des origines différentes, mais qui partagent donc ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Parce que c'est cela qui fait notre unité. Et avec également cette notion qui est actuellement en débat, mais à laquelle nous sommes collectivement très attachés, je veux parler de la notion de droit du sol. C'est cela aussi que nous défendons dans le cadre de cette élection. Nous savons toutes et tous les drames humains, les souffrances, les menaces aussi sur la paix civile et sur nos libertés que constituerait l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Alors oui, insoumis, socialistes, écologistes, communistes, divers gauches, syndicalistes, progressistes, nous sommes unis et nous savons aussi que nous avons en face de nous des imposteurs. Oui, des imposteurs de la question sociale, des véritables faussaires de cette question sociale. La Macronie, cela vient d'être dit, elle est désormais pratiquement hors jeu. Les candidats du RN sont ceux que se sont choisis le grand patronat, la haute bourgeoisie, les marchés financiers qui ont été gavés de profits durant la période récente et notamment durant les quinquennats de M. Macron. Le visage des candidats du RN est fantomatique. Il n'apparaît pas sur les affiches, vous l'aurez remarqué. C'est celui uniforme de petits soldats dont il n'est pas permis aux électeurs de connaître les noms, pas seulement dans les Landes, mais partout ailleurs en France, tellement ils sont anonymisés au seul profit de leur chef. La Macronie discréditée, le capitalisme autoritaire a son nouveau poulain, M. Bardella. Tendons l'oreille. Comme Macron-Attal, Bardella-Le Pen font désormais leur petite musique de la déraison budgétaire, qui ferait courir à la France un risque de décrochage économique. Comme Macron-Attal, Le Pen-Bardella parlent sans bafouiller la langue des agences de notation et celle du Fonds monétaire international. À seulement quelques jours du scrutin, vous l'avez noté, la retraite à 60 ans, tant promise durant la campagne des élections européennes, est désormais jetée à la poubelle. À seulement quelques jours du scrutin, la baisse de la TVA, tant promise, est également remise aux calendes grecques. Ce sont encore les mêmes qui annoncent vouloir démanteler la loi Solidarité Renouvellement Urbain, instaurée, comme vous le savez, par la gauche et par un ministre communiste, notamment Jean-Claude Guessot, et qui prévoit donc 25% de logements sociaux dans les communes de plus de 3500 habitants. Et figurez-vous qu'ils ont même osé déposer une proposition de loi pour intégrer les places de prison dans le décompte des logements sociaux de chaque commune. Construire 200 000 logements sociaux pour répondre à la vraiment terrible crise du logement, comme le propose le nouveau Front populaire, ils sont contre. Obsédés qu'ils sont par leur théorie du grand remplacement, pour eux, dixit, produire du logement social favorise l'immigration. Voilà ce que nous avons en face de nous. Amis ouvriers, employés, privés d'emploi, retraités, étudiants, regardez-les bien. Ils prétendent défendre vos intérêts, ceux des classes populaires, et pourtant, ils les trahissent déjà. Amis ouvriers, employés, privés d'emploi, retraités, étudiants, regardez-les bien. Il ne fait désormais plus aucun doute, le président de l'ancien Front National, s'il entre demain à Matignon, se précipitera, comme Emmanuel Macron à Bruxelles, pour entériner son allégeance à la politique austéritaire de la Commission européenne, comme l'ont déjà fait d'ailleurs ses amis d'extrême droite. Je veux parler de Viktor Orban et de Giorgia Meloni. Amis ouvriers, employés, privés d'emploi, retraités, étudiants, souvenez-vous que la démocratie n'a jamais été inscrite dans le code source du capitalisme. Souvenez-vous, quand le capitalisme se sent menacé, l'histoire l'a montré, l'extrême droite
et aussi la guerre ont toujours été ses ultimes remparts. N'oubliez jamais que les nantis ne savent que trop bien choisir les héritiers de Barrès plutôt que ceux de Jean Jaurès. La Macronie, nous le constatons tous, est désormais donc hors jeu, j'allais dire presque en décomposition. Communiste, c'est non sans fierté qu'avec Axelle Verdière-Bargaoui, socialiste, militante ô combien courageuse, qui sur le terrain et au conseil municipal de Dax ne renonce jamais à porter les valeurs d'émancipation face à l'arrogance droitière de Julien Dubois, nous avons donc été désignés pour porter à la victoire le drapeau de l'unité de toutes les forces de gauche et progressistes dans cette seconde circonscription des Landes. Unis, nous sommes pour résister à l'extrême droite, mais surtout, pour redonner de l'espoir, pour redonner de l'espérance aux millions d'hommes et de femmes qui vivent en France et qui n'en peuvent vraiment plus de cette politique néolibérale, cette politique qui paupérise des millions de Français, cette politique qui humilie toute une partie de la population. La victoire est au bout de notre union et de notre détermination. Et de la détermination, nous n'en manquons pas. La dynamique du nouveau Front populaire, nous le constatons tous sur le terrain, est bien réelle. Elle semble même irrésistible. Mais restons lucides. La poussée de l'extrême droite est tout aussi réelle. Ici aussi, dans les 3 circonscriptions de notre département. Mais qu'on se le dise, si au soir du 7 juillet, l'extrême droite sort victorieuse face à la gauche, elle ne le sera que grâce au maintien en triangulaire des candidats macronistes arrivés derrière nous. Pour ce qui nous concerne, Axelle et moi, nous le disons avec la plus grande clarté depuis notre désignation. Dans l'hypothèse où dimanche, les électeurs de la 2e circonscription des Landes nous placeraient en 3e position, nous nous retirerons sans aucune condition. Nous ne serons jamais le marchepied de l'extrême droite. Et c'est pourquoi, à l'inverse, nous attendons la même clarté du candidat macroniste. Monsieur Cos, face à l'histoire, il ne suffit pas simplement que vous vous proclamiez à longueur de journée fidèle aux valeurs républicaines. Pour être un républicain, il faut effectivement le démontrer. Monsieur Cos, protéger la République, c'est savoir être digne d'elle, comme Axelle et moi nous nous y engageons. Monsieur Cos, sortez donc de votre silence et prenez donc position par rapport à ce désistement entre les 2 tours. Député de la majorité du nouveau Front populaire, avec Marie-Laure et avec Boris, je consacrerai une grande partie de mon énergie à une question, bien sûr, qui me préoccupe et qui vous préoccupe également. Je veux parler, bien sûr, de la question du logement, notamment dans certaines zones tendues de notre département et en particulier dans cette seconde circonscription. De par mon expérience de maire de Tarnos et également actuellement délégué auprès de Xavier Fortinon, délégué à l'habitat et au logement au niveau du conseil départemental et également président de l'établissement public foncier landais. Nous avions plus tard que ce matin une réunion de son conseil d'administration. Je compte bien sûr me consacrer à ce sujet crucial pour notre département. Car la situation actuelle, vous la connaissez. Rareté et cherté du foncier et des logements, augmentation du coût de la construction, hausse des taux d'emprunt immobilier, un certain nombre d'ingrédients qui rendent la situation dramatique. À cela, bien évidemment, s'est ajoutée la politique d'Emmanuel Macron et de sa majorité parlementaire qui n'aura été qu'un « j'accuse » du logement social pour libérer de toute contrainte
le marché privé. Je veux parler bien sûr de la baisse des APL. Je veux parler de la ponction de 1,3 milliard dans les caisses des bailleurs sociaux. De la loi Elan pour obliger à vendre des logements sociaux à la découpe et faire ainsi disparaître les petits bailleurs. Et puis que dire de la loi Kasbarian-Berger pour faciliter les expulsions locatives. Et en projet, vous l'avez entendu, quelques jours avant la dissolution, le démantèlement de la loi SRU en permettant aux maires de contourner l'obligation d'autoriser la construction de logements sociaux pour la réalisation de logements intermédiaires, pourtant inaccessibles aux classes populaires et moyennes. On le devine, à Hossegor, certains sabraient déjà le champagne. Et n'oublions pas non plus les très généreuses niches fiscales accordées aux loueurs de meublés touristiques et de meublés, d'autant plus généreuses quand on sait que seulement 3,5% des propriétaires possèdent dans notre pays la moitié des logements en location. Le bilan des 7 années de la Macronie et de ses représentants, il est donc forcément dramatique. Il n'y a plus de politique publique d'État du logement, et Xavier Fortinon le rappelle régulièrement. 2 400 000 personnes sont en attente d'un logement social. 4 millions de personnes souffrent du mal-logement. 330 000 personnes sont sans domicile fixe. Voilà l'état des lieux. Nous avons pu mesurer aussi l'indigence, je veux dire d'autres, de l'action du député sortant, Lionel Cos, qui, paraît-il, se trouve être le président du Conseil national de l'habitat. Vous avez vu les résultats de son travail. Sans la lutte acharnée des offices HLM pour leur survie, sans l'implication, et je peux vous dire qu'elle est forte, l'implication des collectivités locales, volontaristes, comme ici, dans le département des Landes, sous l'impulsion, bien sûr, de Xavier Fortinon, son président, que je tiens vivement à saluer pour son engagement en faveur du logement. Tous les habitants en zone tendue, sans exception, seraient vraiment livrés à la spéculation et à la loi de la jungle. Pour ce qui nous concerne, nous, élus de gauche, une fois majoritaires à l'Assemblée nationale, nous déclarerons l'état d'urgence national du logement avec l'encadrement des prix du foncier, la construction, je vous l'ai dit, de 200 000 logements par an durant 5 ans pour rattraper effectivement le retard. Le plafonnement des prix de vente des logements en zone tendue. Une plus forte taxation des plus-values immobilières pour financer le Fonds national des aides au logement et inciter à baisser les prix de vente. Mais aussi la généralisation de la TVA à 5,5 pour la construction de tous les logements sociaux. La généralisation des aides à l'accession sociale à la propriété et aussi, disons-le, le durcissement des sanctions envers les communes qui ne font aucun effort pour respecter les obligations de la loi SRU. L'abbé Pierre, qui est venu à quelques reprises d'ailleurs sur Tarnos, puisque nous avons une communauté Emmaüs, insistait. Gouverner, disait-il, c'est d'abord loger son peuple. Demain, avec le nouveau Front populaire, le règne du plus fort, celui du plus riche, celui de la spéculation foncière et immobilière, cessera. Nous en faisons le serment. Député des Landes avec Marie-Laure et Boris, je mettrai toute mon énergie pour que travailler et vivre au pays redevienne possible pour toutes et tous. Chers amis, chers camarades, la victoire est au bout. Elle est au bout de notre union et de notre détermination. Cela a été dit, mais je le dis également avec mes mots, jusqu'à dimanche soir, ne relâchons pas nos efforts pour gagner les voix qui pourraient nous manquer. Convainquons toujours et encore que l'heure est très grave, parce que nous avons rendez-vous avec l'histoire et que nous sommes les seuls à incarner l'espoir et l'espérance. Dès dimanche,
chers amis, chers camarades, faisons en sorte de retrouver le sourire. Jusqu'au 7 juillet, mobilisons-nous et ensemble, nous fêterons la victoire. Et pour trouver une métaphore sportive, nous fêterons ensemble le Grand Chelem dans le département des Landes. Je ne présente pas Boris Vallaud, député de cette circonscription. À toi, Boris. Merci d'être là si nombreuses et si nombreux, et je dois vous dire que je suis, au moment où je vous parle, dans un sentiment mêlé. Heureux de vous voir si nombreuses et si nombreux, inquiet de vous voir si nombreuses et si nombreux. C'est que l'heure est grave. Mais il y a des tempêtes qu'il vaut mieux affronter nombreux que seuls, et je voudrais avec moi que vous saluiez l'engagement de cette jeunesse. Ils n'ont pas tous encore le droit de vote, mais elles sont là, ils sont là, venus de tous les coins du département, et qui refusent le fait accompli, qui refusent les récits écrits d'avance, qui refusent la résignation, et qui d'une certaine manière font leur apprentissage politique dans cette période sombre. Et je veux vraiment vous en remercier. Je voudrais revenir un instant sur ce dimanche, il y a quelques jours à peine, alors que nous attendions les résultats des élections européennes, avec, pour ce qui est des socialistes, quelque espoir de terminer premier à gauche, peut-être de passer devant la Macronie, et nous avions, pour un certain nombre d'entre nous, ici, le souvenir déjà des éclats de joie, des battements de mains, ici à Morsinx. Et nous savions aussi confusément qu'il y aurait dans les nouvelles de la soirée le résultat de l'extrême droite que nous aurions comme un goût amer au fond de la bouche et qui rendrait de toute façon notre joie relative. Elle a été relative, elle a été courte. Nous avons eu les résultats des élections et j'avais au fond de moi déjà la colère de savoir que 40% des Françaises et des Français allaient sans doute passer une bonne soirée, content d'une forme de victoire. Et puis, très vite, la rumeur a bruissé d'une allocution du président de la République, que nous savons depuis longtemps capable de tout, c'est d'ailleurs à ça qu'on le reconnaît. Et puis, sur les plateaux de télévision, ceux qui avaient été affranchis par le président de la République de sa décision glissaient à leurs voisins: c'est la dissolution. Et je dois vous dire que nous retrouvons à Paris, au siège de campagne, une fois que le président de la République s'est exprimé, nous avions une forme d'accablement. La tête entre les mains, la gorge serrée, le ventre noué. Nous ne pouvions pas nous empêcher de penser: il l'a fait. Il a osé. Il a donné d'une certaine manière les clés, parce que rien n'est impensé chez Emmanuel Macron. Il a donné d'une certaine manière les clés à l'extrême droite. Celui qui devait en être le rempart venait d'en être le tremplin. Celui pour lequel beaucoup d'entre nous avions voté, non pas une fois, mais 2 fois. Parce que nous pensions que nous avions en partage l'exécration de l'extrême droite, de ce qu'elle était dans l'histoire, de ce qu'elle est dans tous les pays où elle gouverne. Eh bien non. Il nous trahissait une fois encore.
alors nous nous sommes ressaisis. Nous nous sommes ressaisis, nous les socialistes. Nous nous sommes ressaisis, nous les insoumis, nous les communistes, place publique. Et discutant avec les parlementaires socialistes avec lesquels je venais de convoquer une réunion, je leur disais, nous avons besoin de construire quelque chose de plus grand que nous. Parce que nous sommes au seuil d'un grand effondrement politique, moral. Et j'avais en tête le journal de Blum, commencé avec la débâcle militaire, il était à Londres, à un congrès travailliste. Et ce journal, qui s'achève avec son arrestation, montre à quel point l'effondrement militaire, moral, démocratique, politique peut être brutal. J'avais le sentiment d'être spectateur de ce grand moment de chute. Nous nous sommes ressaisis, nous nous sommes dit, il faut quelque chose de plus grand que nous. La gauche sait quel est son devoir dans ces moments tragiques. Et nous nous sommes dit, nous en verrons peut-être plus tard. Mais là, nous devons défendre la République. Nous devons défendre une certaine idée de la France. Nous devons être fidèles à un héritage exigeant, dont nous ne sommes que les dépositaires temporaires et que d'aucuns voudraient mettre à bas. Et nous avons regardé le pays, les organisations syndicales, les artistes, le mouvement de l'éducation populaire, le mouvement mutualiste. Nous avons vu les chercheurs commencer de répondre à notre appel à l'unité, à notre appel à faire front populaire face au Front National. Et je veux remercier celles et ceux qui, ici, issus de la société civile, du monde syndical, du monde associatif, de l'éducation populaire, nous ont rejoints et ont signé ici un appel. Merci et je vous demande de les applaudir. Et dans cette nuit, je l'ai déjà raconté hier soir, pardon à ceux qui étaient là, mais c'était la générale hier. Dans ce moment, il devait être le milieu de la nuit, je reçois un SMS de mon fils qui me dit « Quand est-ce que tu rentres ?» Je lui dis « Je ne rentre pas ». Il me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis « On essaye d'éviter l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. » Et mon fils me répond juste « Ne les laisse pas faire ». Ici, je vous raconte cela, c'est que il y a dans ces moments-là aussi la part d'intime qui vous saisit. Et je savais la haine que pouvait inspirer celle dont je partage la vie, simplement parce qu'elle est ce qu'elle est. Et je sais aussi ce que beaucoup de nos compatriotes ont à souffrir d'une extrême droite déjà lâchant les chevaux de la haine. Et puis j'ai pensé à vous. J'ai pensé à vous comme je pense à vous depuis 7 ans, à chaque fois que je prends la parole dans les médias ou dans l'hémicycle. Je me suis posé la question de savoir ce que vous attendiez de moi. Et j'ai su qu'ici, déjà, le Front populaire existait. Que c'était notre héritage, que c'était notre culture, et que ce serait notre réflexe. Alors je me suis battu avec d'autres pour rendre cela possible. Mais j'étais taraudé par un sentiment que je veux partager avec vous. Je me suis posé la question dans ces nuits de discussion, de négociation, regardant les résultats dans chacune de nos communes, regardant les résultats chez moi, à Montanx, et mesurant avec vertige que plus d'un tiers de celles et de ceux qui étaient allés voter avaient voté pour l'extrême droite. J'ai été pris d'un sentiment immense de culpabilité. Je me suis demandé, et je veux que nous nous le demandions ensemble, parce qu'une bagarre s'engage, avons-nous fait suffisamment ? Avons-nous fait suffisamment pour ne pas nous retrouver dans cette situation ? Avons-nous fait suffisamment pour ne pas être dans un pays fracturé, qui a peur de son voisin comme de l'avenir ?
Avons-nous fait suffisamment pour ne pas être dans un pays où chacun défend sa colère? Où les cultures, pourtant si diverses, qui devraient faire notre richesse, deviennent des cultures affrontées? Où l'on croit que le repli sur soi, au fond, est gage de sécurité? Est-ce que nous avons fait suffisamment pour défendre nos services publics? Est-ce que nous avons fait suffisamment pour défendre l'hôpital et les soignants qui l'ont tenu à bout de bras? Et que déjà, Marie-Laure a évoqué. Avons-nous fait suffisamment pour défendre l'école, pour défendre nos enseignants? Ces hussards fatigués sur les épaules desquels on ne cesse de faire porter les responsabilités que nous devrions avoir en partage. Est-ce que nous avons fait suffisamment pour les travailleuses, pour les travailleurs, pour celles et ceux que nous avons applaudis à 20h, qui réclament ni plus ni moins que de pouvoir vivre dignement de leur travail, qui réclament cette dignité? Et au fond, je ne peux m'empêcher de penser qu'on ne fait jamais assez. Et que la bataille qui s'engage face à l'extrême droite est une bataille que nous n'achèverons pas dimanche dans 8 jours. Nous en avons pour 20 ans. Nous en avons pour 20 ans à reconquérir les cœurs, les âmes, à refaire de la politique, à réapprendre notre histoire, à inculquer la vertu civique, la force de l'engagement. Et je vous le dis, nous aurons besoin de chacune et de chacun d'entre vous. J'ai vu évidemment ici ce soir des élus. J'ai vu des syndicalistes. J'ai vu des militantes et des militants. Mais j'ai vu aussi beaucoup d'hommes et de femmes qui, depuis quelques jours, se disent c'est peut-être le moment de ne pas rester à l'écart de cette grande bataille qui s'ouvre. Et je voudrais vous en remercier parce que nous sommes plus forts quand nous sommes nombreux. Alors, oui, l'extrême droite. D'aucuns disent on n'a pas essayé. Mais ici, dans les Landes, on a essayé la gauche. On a essayé les transports scolaires gratuits. On a essayé la politique culturelle jusqu'au fin fond de nos territoires pour que chacun puisse y avoir accès. On a essayé les EHPAD à but non lucratif pour que riches ou pauvres, on vieillisse dans les mêmes conditions. On a essayé un ordinateur, un collégien. On a essayé la défense de nos traditions et de nos cultures parce que c'est ce qui nous lie et c'est une façon d'être aux autres et d'être ensemble. Alors non, on n'a pas essayé l'extrême droite. Et moi, j'en suis l'observateur sagace à l'Assemblée nationale maintenant depuis 2 ans. Et je les vois avec leurs chignons bien faits et leurs cravates bien nouées. Tout cela n'est qu'apparence, tout cela n'est qu'apparat, et ce sont des faussaires. Ils ne défendent pas l'héritage, ils défendent les héritiers. Ils ne défendent pas l'accès aux soins, ils défendent les médecins libéraux. Ils ne défendent pas le logement, ils défendent les multipropriétaires. Ils ne défendent pas les petits salaires, ils défendent les grands patrons. Ils n'ont pas voté la régulation de l'installation des médecins. Ils n'ont pas voté la loi d'Iñaki Etchaniz, notre voisin des Pyrénées-Atlantiques, dont j'espère qu'il va gagner parce que c'est un excellent député, contre la prédation d'Airbnb, qui empêche aux familles monoparentales, aux jeunes travailleurs de se loger, en particulier sur la côte, et vous le savez, pour ceux qui y vivent mieux que moi. Ils n'ont pas voté l'augmentation du SMIC. En réalité, ces gens-là, voter pour ces gens-là, c'est la meilleure façon de trahir le peuple. Alors il y a nous. Il y a nous dans l'histoire. Il y a nous comme rempart. Mais il y a surtout nous comme espérance. Et cette espérance, nous l'avons construite. Nous l'avons construite dans notre union. Nous l'avons construite dans une façon différente de regarder le monde, en se plaçant résolument du côté de celles et de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, qui n'en vivent pas toujours, parce que nous sommes les témoins des vies difficiles, de ces fins de mois qui n'arrivent pas le 30 mais le 15, de ces réservoirs d'essence qu'on ne remplit pas, de ces réfrigérateurs qui demeurent obstinément vides, de ces choix que beaucoup de nos compatriotes ont à faire entre se loger et se chauffer. Alors oui, nous avons construit un projet
que les commentateurs policés des chaînes d'information continue, les contempteurs de la dépense publique et de l'impôt, tous les observateurs qui toujours raisonnent mais jamais ne décident, ont considéré comme intenables. C'est vrai que ça peut surprendre une politique de gauche. Pas nous, mais je peux vous dire que ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Et donc oui, notre première exigence a été d'être résolument de gauche. Être résolument de gauche, c'est être du côté de la justice, être du côté du travail. Non pas de la valeur travail, mais de la valeur du travail de valeur, digne et porteur de sens. Nous allons augmenter les salaires. Nous allons augmenter le SMIC à 1 600 €. Parce que chacun sait qu'avec le SMIC, on ne vit pas. Et que vivre, ça n'est pas seulement se loger, se nourrir, se vêtir, mais c'est aussi être dans la vie. Être dans ces moments de convivialité qui font la richesse, par exemple, de notre département. Alors, devant le MEDEF, courroucé, inquiet, qui, par dizaines de pères Dieu, me faisait le procès et le reproche d'être ce que je suis, de gauche, je leur ai dit, mais ne vous inquiétez pas, nous, on défend le travail de l'ouvrier comme le travail du patron. Mais les capitaines d'industrie, moi je les vois ici, dans les Landes. C'est le boulanger, c'est le commerçant, c'est l'artisan. C'est celui qui ne dort pas la nuit parce qu'il ne sait pas s'il va pouvoir payer ses traites. C'est celui qui ne se paye pas pour payer son salarié. C'est pas celui qui a un golden parachute. C'est pas celui qui, le sourire aux lèvres, m'explique qu'il est prêt à réduire son salaire si la loi l'y oblige. Je pense au patron de Stellantis qui a quand même gagné 120 millions d'euros en 3 ans. Bon. Alors peut-être qu'il y a un train de vie qui fait que c'est un peu difficile de joindre les deux bouts, mais on doit quand même se démerder avec 120 millions. Ben voilà, j'ai perdu le fil en faisant une blague. J'en étais où, Paul? Ah, Stellantis. Oui, donc devant les patrons, je leur ai dit, non mais on va défendre, on peut dire, allez, le prolétariat entrepreneurial. Je peux avoir cette expression. Je parle sous le contrôle du Parti communiste français. Bon. Oui, on va défendre les PME. Oui, on va défendre ceux qui prennent des risques. Et pour eux, l'environnement fiscal et réglementaire ne bougera pas. Et nous compenserons l'augmentation du SMIC. Et pour les autres, pour ceux qui ne payent pas leurs impôts, pour ceux qui vont consolider leurs résultats dans des paradis fiscaux, bah oui, on va les appeler à plus de solidarité. Les multinationales, par exemple, consolident 40% de leurs résultats dans des paradis fiscaux. Il manque des dizaines de milliards d'euros chaque année à tous les pays de l'Union européenne. Est-ce que vous savez par ailleurs que le taux d'effort fiscal des milliardaires, au titre de l'impôt sur le revenu, est inférieur au taux d'effort des assujettis à la première tranche de l'impôt sur le revenu? Est-ce que vous savez qu'en moyenne, toutes taxes et contributions confondues, un Français paye à peu près 50% de prélèvements obligatoires, là où un milliardaire en paye 25%? Alors oui, je le dis, parce que c'est le fondement d'une démocratie libérale, parce que c'est le fondement de la République, on va appeler les plus riches à la solidarité nationale. Alors quand même, parce que je l'ai fait devant les patrons, je vais quand même demander, les milliardaires, levez la main. Bon, il n'y a pas grand-chose à gratter ce soir. Je m'en doutais un peu. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'on a besoin de recoudre ce pays. On a besoin de le recoudre socialement en défendant nos services publics. Vous savez, à la faveur de la Covid, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. La valeur avait changé de camp. On n'avait pas besoin des cabinets d'audit. On n'avait pas besoin des publicitaires. On n'avait pas besoin, en tout cas pas nous, des conseillers en optimisation fiscale. Mais on a eu besoin des infirmières. On a eu besoin des aides à domicile. On a eu besoin des ouvrières et des ouvriers de l'agroalimentaire. On a eu besoin des éboueurs, on a eu besoin des caissières. Et bien demain, ce que nous voulons, c'est que l'ordre de nos priorités change, que la valeur sociale, que l'utilité sociale soit la juste mesure de la valeur des choses, et pas les cours des actions du CAC 40 à la bourse de Paris ou à celle du Nasdaq.
Oui, c'est un autre monde que nous allons construire. Un monde de solidarité, où l'on défend le capital de ceux qui n'en ont pas, où nous nous battons pour assumer la transition énergétique. Et je veux dire à cette génération que nous ne fuirons pas nos responsabilités. Et je dis aux sceptiques et aux dubitatifs, qui parfois se sont enorgueillis que ce sujet n'en soit pas un chez nous. L'écologie, c'est pas moins d'usines, c'est plus d'usines. L'écologie, c'est pas moins d'agriculture, c'est plus d'agriculture. Moi, je plaide pour une écologie qui dessert la ceinture de celles et de ceux qui ne peuvent pas vivre, qui leur permettent de mieux se nourrir, de mieux se déplacer, de mieux se loger. C'est ça, la politique écologique de la gauche. Je voudrais en conclure en vous disant que nous sommes les uns et les autres à 72 heures des élections, Jean-Marc, Marie-Laure, venus chercher de la force. Moi, dans cette campagne, j'avais besoin de rajouter une pile dans le dos. Alors j'ai demandé à Christine Fournadet d'être ma suppléante, et je voudrais que vous l'applaudissiez. J'embrasse Anne-Marie Layeuil qui m'a accompagné et à laquelle j'ai dit j'ai besoin d'une conseillère départementale, d'une présidente de communauté de communes. J'ai besoin de cette pile du Racel qui fait que je vais jouer du tambour très longtemps. Ça, c'est pour les vieux qui ont... Parce que vous ne connaissez pas la pub, vous. Bon, les vieux, vous voyez de quoi je parle. Voilà, bon. Et c'est une femme engagée avec laquelle j'ai en partage au fond la préoccupation permanente de celles et de ceux qui nous ont fait confiance. Et puis il y a vous toutes et tous, citoyens engagés qui êtes là ce soir. Demain, nous avons besoin de réveiller l'espoir. Nous avons besoin de faire barrage et de tracer un chemin. Nous avons besoin de réconcilier le rêve et l'action. Nous avons besoin, comme le disait Jaurès, de rallumer tous les soleils. Je vous demande, dans cette dernière ligne droite, d'entrer en résistance, d'insuffler à ce pays cet esprit de résistance, qui signifie à la fois lutter contre un monde qui se défait, mais inventer celui de demain. Merci d'être là. Vive la République et vive la France.